Manoises et Manois, mesdames et messieurs, les membres de la Fondation Marie-Thérèse, avant toute chose, je rends gloire à Dieu. Lui est le maître du temps et des circonstances, qui, dans son amour, nous a protégés durant notre séjour à Manon. Mesdames et messieurs, nul n'ignore qu'après une session, le député est censé rentrer dans sa base électorale pour y passer au moins un mois de vacances parlementaires en vue de récolter les difficultés et doléances de la population afin de les transmettre à qui de droit. En élève appliqué, j'ai dû séjourner dans ma base électorale avec un seul motif, passer mes vacances parlementaires. L'occasion faisant le larron, j'ai profité de cette même occasion pour présenter mes remerciements à toute la population manoise de m'avoir doublement élu pour recueillir les problèmes que connaissent les habitants du territoire de Manon en général. J'ai dû parcourir le territoire dans son ensemble et j'ai reçu tour à tour différentes couches de la population conformément au programme de consultation qui était mis en place. Et ces consultations, il se dégage différents problèmes majeurs dont l'insécurité, les évasions à répétition à la prison centrale, les tracasseries routières causées par la multiplicité des barrières militaires et services étatiques obligeant aux paisibles citoyens de verser l'argent avant de passer. Le tarissement du barrage Lukushi par la société Manon Omission au motif d'érection du mini-barrage. La présence devenue permanente des pachydermes dans le secteur Kamalondo, le secteur Kiofoué, la chefferie Kilouba, qui à leur passage ravagent les champs des paisibles citoyens, créant ainsi l'insécurité alimentaire et l'insécurité physique des personnes, la problématique des dessertes en eau potable et en électricité. Avant d'entrer dans les vifs de mes vacances parlementaires, je dois vous faire une toute petite restitution de mon travail au niveau de Kinshasa durant ces 6 mois, donc de janvier à juin. En fait, nous avons commencé le 29 janvier. Nous nous sommes présentés à l'Assemblée nationale où nous avions 5 missions à réaliser pendant tout ce temps de la session inaugurale ou la session extraordinaire, avant la session proprement dite, donc la session de mars. Alors, ces 5 points-là étaient d'abord l'installation du bureau provisoire. Ce bureau provisoire composé par le plus âgé et les 2 plus jeunes, où le vieux Mbosso était le plus âgé de nous, qui était président, accompagné de 2 jeunes, dont l'honorable Bahati Serge et l'honorable Agé, qui était secrétaire et qui ont travaillé avec lui avant l'installation du bureau définitif. Après l'installation du bureau provisoire, nous sommes passés à la validation du mandat ou validation de pouvoir. Et là, il y avait une commission, donc des différentes commissions mises en place des différentes provinces. Chaque province devait travailler pour une autre province. Alors, on prenait des dossiers de chaque député. Alors, après ce travail-là, notre dossier, mon dossier personnel n'avait pas de problème. Alors, j'ai été validée comme député national. Après ce travail de validation des mandats, il y avait le travail de la commission qui devait élaborer le règlement intérieur de notre Assemblée nationale. Alors, chaque province devait donner 3 membres, 3 députés
pour faire partie de cette commission-là. J'ai été aussi de cette commission-là. On a travaillé plus d'1 mois jusqu'à ce qu'on a fini. On a corrigé certains articles. Après ce travail, on a amené le règlement intérieur à la Cour constitutionnelle qui l'a validé. Après la commission du règlement intérieur, il y avait le travail d'installation du vote et d'installation du bureau définitif. Alors différents candidats s'étaient présentés, choisis qui par leur regroupement politique, qui par leur groupe parlementaire, qui par leur province. Alors de tous ces candidats, nous avons retenu les 7 membres que nous avons aujourd'hui comme membres du bureau. Et là, nous avons le président Kamere qui a été massivement élu comme président de l'Assemblée nationale et qui dirige aujourd'hui le bureau de l'Assemblée nationale. Après ce travail, nous avons installé le gouvernement. Alors, après l'installation du gouvernement, nous sommes arrivés à la période des vacances, parce que chez nous, les vacances commencent du 15 juin au 15 septembre. Et là, nous sommes partis, mais au moment même qu'on était encore en train de travailler sur les autres activités de l'Assemblée, il y a eu invitation du Forum panafricain. Le Forum panafricain réunit différents députés et sénateurs de tous les pays africains. Donc on prend 3 députés nationaux et 2 sénateurs qui doivent représenter le pays au Parlement panafricain. Alors, par bonne chance, je sais quoi, j'ai été aussi choisie parce que ces 5 membres qui doivent aller représenter le pays au niveau de l'Afrique, il doit y avoir 3 hommes et 2 femmes. Alors j'ai été choisie parce que je suis femme. Je représente là-bas la République. Parce qu'on n'y va pas parce que vous êtes femme, vous êtes quoi, non. Vous allez représenter votre pays. Et nous sommes allés en Afrique du Sud parce que c'est là qu'il y a le siège même du Parlement panafricain pour représenter notre pays. Nous y avons travaillé du 21 juin au 15 juillet. Alors je pense que d'ici le 5 septembre, nous devons encore aller nous retrouver en Afrique du Sud pour le même travail au niveau du Parlement panafricain. Voilà un peu en bref la quintessence de tout ce que j'ai fait comme activité durant mon séjour pour les vacances parlementaires. Mesdames et messieurs, j'ai dit et je vous remercie. Les premières préoccupations, c'est surtout sur le plan politique. La première préoccupation par rapport à la configuration actuelle du pays, la configuration politique actuelle du pays. Pensez-vous vous en sortir pour, en tant qu'élu, pour que votre base puisse durer le mieux du mandat que cette base vous a confié? Je crois que vous avez la majeure partie de ce qui constitue les préoccupations majeures de la base. La deuxième préoccupation, quel est l'avenir politique des Maman? Pour qu'on se retrouve, pour que moi-même aussi je puisse me retrouver et que je fasse entendre ma voix, c'est d'abord par ma volonté et ma détermination à moi-même. Si à moi-même je me dis je suis capable, je peux y aller sans problème, je vais représenter valablement et comme il se doit mon territoire. Il n'y a pas à être grand, à être long, à être quoi que ce soit pour que vous arriviez à faire entendre votre voix aussi. Vous savez, ce qui freine parfois, c'est quand on a peur, on se dit mais est-ce que j'y arriverai comme l'autre? C'est vrai, c'est un exercice
qu'il faut vraiment, il faut du temps pour apprendre, il faut du temps pour voir comment les autres ont fait pour y aller. Moi, je dirais que j'ai de la chance parce que j'ai commencé d'abord par le niveau provincial pour maintenant aller au niveau national. Alors, ça serait un problème si je parachutais. Là, ça me créerait un peu de problème. Mais j'ai eu le temps d'apprendre quand j'étais au niveau provincial. Et ce que j'ai appris, ce n'est pas vraiment différent de ce qui se passe là-bas. Parce que ceux qui sont là ont été élus, comme ceux qui étaient aussi au niveau provincial ont été élus. Mais il suffit de se faire d'abord confiance soi-même. Tu te dis, moi, aujourd'hui, je vais représenter la population qui m'a élu. Et là, vous enlevez tout ce qu'il y a comme peur, tout ce qu'il y a comme doute, et vous vous lancez comme les autres aussi se lancent. Alors, je pourrais vraiment, et je sais que je vais faire aussi entendre ma voix malgré tout ce qu'il y a, tout cela que je vais trouver là-bas. Rien vraiment ne m'impressionne. Rien ne m'effraie et je vais me lancer. Je pourrai toujours aussi apporter quelque chose pour que ma province ou mon territoire aussi se retrouve. Alors, par rapport aux enjeux politiques, par rapport à la politique nationale et provinciale, je pourrais dire que c'est presque la même chose. C'est vrai, je suis élue au niveau national et au niveau provincial. D'abord, mon suppléant, celui que j'ai pris comme suppléant, c'est quelqu'un de mon école, de mon idéologie alors. Il sait tout ce que nous faisons, nous le faisons d'une même manière. Avant d'aller là-bas, on s'est dit, il y a ça, il y a ça, il y a ça, nous travaillons de cette façon, de cette manière. Et c'est de cette école-là qu'il est en train d'appliquer les mêmes choses. Et même pour prendre peut-être d'autres décisions, nous nous concertons d'abord. Il y a ça, qu'est-ce que nous devons faire? À notre niveau, qu'est-ce que nous allons donner comme idée? Qu'est-ce que nous allons donner comme réponse? Qu'est-ce que nous ferons? Bref, que je ne sois pas au niveau provincial et que je sois au niveau national, mais j'ai été élu à 2 niveaux. Mais c'est lui avec qui je travaille, c'est lui que j'ai laissé comme remplaçant là-bas. Il est de mon école, il est de mon idéologie, donc ne craignez pas pour lui. Donc ce qu'il fait, il ne le fera pas sans notre accompagnement, parfois sans notre aval. À un certain moment, il y a d'autres décisions où nous devons aussi nous impliquer pour qu'il prenne la décision. C'est vrai, c'est pas facile. D'abord avec notre territoire, d'abord aussi avec notre province, avec la politique actuelle. C'est pas vraiment aussi facile. Mais moi, je pense que si nous travaillons ensemble, c'est ce que j'ai toujours dit tout le temps, si nous travaillons et nous les représentants et la population, nous y allons ensemble, nous pouvons faire quelque chose. Mais si nous y allons en ordre dispersé, là au moins on donne la voix à ceux-là qui ne nous permettront pas de nous retrouver. À l'Assemblée nationale, il ne suffit pas d'être qui, qu'on vous connaisse, je ne sais où, pour parler. Parce qu'il y a des fois que les gens passent pour impressionner seulement, dans des radios, dans des grandes chaînes, pour passer seulement impressionner. Mais peut-être même au niveau de l'Assemblée, ils ne font rien. Mais il y a d'autres aussi qui sont là, qui peuvent faire mieux, mais qui ne parlent pas aussi beaucoup aux médias, mais qui se réservent des médias, mais qui parlent beaucoup et qui travaillent beaucoup et qui font qu'il y ait quand même une voix qui s'est fait entendre et que ce qu'il dira soit pris en compte pour le compte de son fief électoral. Sur le tarissement de la rivière Lukushi, dit à l'érection du mini-barrage par la société Manono Lissum. En tant qu'élu dans la circonscription électorale de Manono, qu'en dites-vous? Et après les explications données par l'ingénieur chinois qui est chargé de ces travaux-là, moi j'ai mis beaucoup de doutes sur ces dossiers. Parce que l'entreprise nous a dit qu'elle n'est qu'à la phase d'étude de faisabilité. Une phase d'étude de faisabilité où d'abord on va faire le lancement en secouant le champagne, tout ça là, parce que ça signifie qu'on est en train de lancer quelque chose qui est sûr, qui va bien terminer, qui va donner des bons résultats. Mais là, j'ai vu, selon les explications, que ce n'était qu'une phase d'étude. Alors, avec une phase d'étude, si on doit déjà tarir la rivière,
moi j'ai mis beaucoup de doutes là-dessus. Parce que j'ai posé beaucoup de questions sur ça. Je demandais la durée de ces travaux, le coût de ces travaux et comment l'entreprise pense récupérer ce qu'il fera comme dépense pour ces travaux. Parce que ce n'est pas du gratos, donc c'est du donnant-donnant. Parfois on peut faire semblant de dire non, on les fait comme ça, mais non. On sait comment on va récupérer ça après. Alors j'ai mis vraiment beaucoup de doutes là-dessus. Je me demande si ça sera vraiment ce que l'on est en train de nous dire, ce que l'on est en train de nous présenter. Parce que quand je suis devant vous, vous lancez un travail, je vous demande, vous me dites que vous ne connaissez même pas le coût, que vous ne connaissez même pas la durée. Or, le mini-barrage devait servir avant que l'on termine les travaux de Mpianamwanga. Mais si on ne connaît pas la durée, si ces travaux-là terminaient après les travaux qui se font en Mpianamwanga, à quoi servirait encore ce qu'on est en train de faire là? Parce que ce qu'on a voulu, c'est comme si c'était quelque chose qu'on faisait en urgence. Mais où est l'urgence si on ne connaît pas la durée? Voilà un peu ce que moi je mets en doute. Je veux faire quelque chose, bien que l'on nous a dit que c'est la population qui a demandé, ce sont les autorités locales qui ont demandé. Moi je crains fort qu'il n'y ait pas tout ce qu'on nous présente comme résultat. Pourquoi? Parce qu'on nous a dit au cas où ça ne marcherait pas. Ça c'est le mot de l'ingénieur qui a dit au cas où ça ne marcherait pas, on va recourir à autre chose, quelque chose de photovoltaïque, éolienne, tout ce qu'il a parlé là. Mais moi je me suis dit, mais alors si on n'est pas sûr de ce que l'on fait, pourquoi tarir d'abord la rivière avant? Il faudrait d'abord faire ces études-là de faisabilité et après maintenant commencer à arriver à faire à tarir, parce que les gens vont quand même trouver l'importance de ce travail-là. Quelque chose que j'ai aussi condamné, c'est le fait de faire quelque chose pour la population sans parler à la population. N'est-ce pas, on l'a dit? Quelque chose que vous faites pour moi, sans moi, vous le faites contre moi. Alors, vous faites ça pour la population. Mais la population elle-même ne connaît pas ce qui se passe. Elle n'est pas informée. Il n'y a pas sensibilisation, il n'y a pas eu communication. Donc, normalement, un tel projet, la population elle-même devait s'en approprier. Parce que c'est elle qui va bénéficier, bien sûr. Mais la population n'est pas au courant. Moi, je ne peux pas venir aujourd'hui parce que je parle avec l'administrateur du territoire, je parle avec le grand chef, je parle avec qui que ce soit. Je me dis, j'ai parlé avec la population de Banoto. Jamais. Jamais. Quand on dit qu'on va parler avec la population, il y a différentes couches de population. Appelez ces différentes couches de population. Parlez avec ces populations. Au besoin, faites un meeting. Parlez avec eux. Il y a ça, on veut faire ça, on veut faire ça et on veut faire ça. Que pensez-vous? Il y a des médias où on peut facilement passer, faire sa sensibilisation. Mais ça n'a pas été le cas. Donc c'est comme un projet, comme je le dis toujours, chez nous parfois les projets parachutent. On vient sans savoir ce projet-là aura quel impact sur la population, mais on le fait quand même. Alors ça, moi sur ces dossiers-là, je vous dirais que, en tout cas, je suis dubitative. Je ne sais pas si ça va vraiment aboutir au résultat, le résultat que nous voulons. Parce que même quand je posais des questions, ok, il y aura de l'électricité. Est-ce que c'est pour tout le monde? Pour la population? Mais la réponse a été que ce sont
surtout l'éclairage public, les hôpitaux, les grandes places alors. Mais pour connaître le courant qu'on avait, le courant électrique qu'on avait, l'énergie qu'on avait avant des arrêts éteints où il y avait dans nos maisons, ça sera un peu difficile. Alors, je me demande maintenant en quoi ces projets-là concernent vraiment plus la population si elle-même n'aura pas un bénéfice là-dedans. Alors, s'il faut y arriver, il faut une sensibilisation de la population. Vous commencez d'abord par sensibiliser la population elle-même et après, la population elle-même va même ça. Vous allez voir même les gens vont commencer les matins, ils se réveillent, ils vont voir comment on travaille là-bas, ils aident même parfois. Mais beaucoup, en tout cas quand j'ai posé la question, quand j'ai parlé avec différentes couches, moi j'ai posé la question. Qui sont pour, qui sont contre? Un jour j'avais seulement réuni 54 pasteurs. 4 ont dit oui, 50 ont dit non. Pour un projet de la population. Vous voyez pourquoi les autres disent non? Parce qu'ils ne savent même pas de quoi il s'agit. Ils ne sont pas informés. Alors, mon frère, moi je pense que ces projets-là, il y a encore beaucoup à faire. Et il faudrait vraiment qu'on y revienne un peu, qu'on voie, qu'on fasse vraiment l'étude des faisabilités, qu'on voie vraiment qu'est-ce qui va se passer réellement. C'est quoi qu'il y aura à faire ici et là on pourra maintenant dire quelque chose à la population qui a ça. Mais pour le moment, moi j'ai encore des doutes là-dessus. Honorable, votre passage de la province vers national, peut-on dire que vous n'êtes plus la même qu'on a connue en province? Ça c'est la première question. Autre question. Nous sommes dans le programme d'action du gouvernement Judith Suminwa qui a été présenté à votre Assemblée nationale devant tous les députés, mais ce programme sans Tanganyika. On a vu Honorable Marie-Thérèse qui a haussé les tons. Que peut-on retenir aujourd'hui et quelles sont d'autres démarches que vous comptez mener avec votre diplomatie parlementaire pour aboutir à votre combat? Wangoy, Moukalai, Marie-Thérèse. Et la même, je dirais hier, aujourd'hui et toujours, je suis la même. Être élu au niveau provincial et puis au niveau national et arriver au Parlement panafricain. Mais la vie est un combat. Si on ne se bat pas, on n'a pas ce que l'on veut. Dans la vie, il faut être déterminé. Si vous vous dites que vous voulez faire quelque chose, allez-y avec détermination, avec toute votre énergie, toute votre force. Vous vous donnez des objectifs à atteindre et vous faites du travail, un travail dur, pour arriver à atteindre les objectifs. C'est ce que je me suis fait comme discipline. Alors, j'étais députée provinciale. J'ai vu qu'il y avait des limites. Je ne pouvais pas atteindre certaines choses. Je ne pouvais pas faire entendre ma voix. Je m'étais dit, eh bien, cette fois-ci, je vais ajouter d'autres stratégies. J'ai été candidate au niveau national et provincial en 2018, où je suis passée seulement au niveau provincial. Alors, je me suis dit, mais pourquoi je n'ai pas été élue au niveau national? Qu'est-ce qui a failli? Parce que j'étais maillot jaune au niveau provincial, avec beaucoup de voix. Mais je me disais, mais cette population elle-même là, elle peut toujours voter pour moi aussi au niveau national. Et je pourrais aussi faire entendre ma voix au niveau de Kinshasa. Je commençais à travailler. Je commençais avec ajouter des stratégies avec les membres qui sont mes proches collaborateurs, particulièrement avec Papa Georges, avec les autres membres avec qui je travaille. On a commencé maintenant à chercher des bonnes stratégies. On a travaillé très dur pour y arriver.
Vraiment, on a travaillé dur. C'était pas facile pour être là où je suis aujourd'hui. Mais j'étais déterminée. Je me suis fait cette discipline. J'avais des principes. D'abord le travail et le reste après. Donc on a commencé à travailler, on a travaillé très dur. Et je sais que tout le monde le sait. Même si parfois les gens ne peuvent pas les dire ouvertement. Mais en eux là, ils se disent, cette dame a travaillé. J'ai travaillé pour arriver où je suis. Parce que j'ai un principe qui me dit et que je me suis donné moi-même de dire, si aujourd'hui je suis élue, vraiment que je sois élue réellement. C'est ça mon grand souci, c'était ça mon grand souci. Donc que je le mérite au moins. Qu'on dise vraiment, elle a été élue. Voilà pourquoi je n'ai pas été contestée par qui que ce soit. Tout le monde a su que exactement, effectivement, cette dame a été élue parce qu'elle a travaillé. Voilà pourquoi on a commencé à multiplier les stratégies. Si je venais une fois, peut-être pour quelques jours, j'ai commencé maintenant à allonger les jours. Je viens pour un mois. J'ai fait tout le mois de septembre lors de mon dernier passage comme député provincial, tout un mois ici à Manono. C'est vraiment du grand travail. Vous devez recevoir les gens tous les jours, vous devez parler avec les gens chaque fois, vous devez les écouter, vous devez être patiente. Donc, vous mettez votre cœur là dans un congélateur et vos oreilles là, vous les bouchez pour des futilités. Vous vous focalisez à votre travail. Et c'est ce que j'ai fait jusqu'à être là où je suis aujourd'hui. Alors, au niveau panafricain, vous savez, à Kinshasa, au niveau de l'Assemblée nationale, si vous ne voulez pas vous intégrer, vous allez rester à vous contenter de votre salaire. Ça sera comme ça. Donc, vous vous attendez seulement la fin du mois. Bon, vous avez votre salaire dans votre compte. Mais il faut travailler. Ce qui a fait de moi que je sois là-bas, c'est le travail au niveau de la commission du règlement intérieur. Beaucoup qui étaient avec moi là-bas m'ont connu. Parce que le président même de la commission était l'honorable Jacques Njoli. C'était lui le président de la commission pour le règlement intérieur. Il m'a vu. Il a vu comment je travaillais. Et voilà, quand on cherchait quelqu'un, une femme, on m'a pris. Donc, dans tout ça, là, je dirais quoi? C'est le travail, c'est la détermination aussi. L'assiduité. Je ne m'absentais jamais. Au contraire, il y avait les autres, les noms étaient sur la liste. Ils viennent une fois seulement. Ils se contentent du per diem. Or, il faut d'abord mettre ça du côté, travailler d'abord, et puis ça viendra après. Et c'est ce que moi je faisais. Chaque jour, j'y allais. Chaque jour. Il y a des fois, j'allais là-bas, je trouve qu'il n'y a pas mon nom sur la liste. Il n'y a pas. Mais je vais revenir demain, même si on n'a pas mis mon nom. Je vais revenir, soit j'ajoute mon nom au stylo. On n'a pas mis ça sur la liste à la machine, moi je mets au stylo. Chaque jour quand on voit, mais cette personne, elle vient quand même, il y a son nom, il y a sa signature. Elle n'est pas découragée parce qu'il y a ça, parce qu'il y a ça. Et voilà que c'est là qu'on m'a vu. C'est de là qu'on m'a prise. Et aujourd'hui, je suis maintenant au Parlement panafricain. Mais en national, maintenant on peut espérer que c'est le début de votre nom. Mais oui. Maman Solution. En national. Merci. Manon doit compter sur sa représentante. En tout cas, Manon doit compter sur moi. C'est Manon qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Je suis irrédevable. Donc je ne peux pas ne pas faire mon travail. Je dois me battre. Je dois faire le tout pour que je laisse aussi des traces. C'est ça que moi j'ai toujours voulu. Quand je passe quelque part, que je laisse quand même des traces. Qu'on dise, à cette période, il y avait une dame qui s'appelait comme ça, qui a fait ça, qui a fait ça. Et ça reste dans la tête des autres. Pour que les autres aussi, que je sois un bon exemple pour les autres. Comme ça, les autres aussi pourront faire plus que ce que j'ai fait. Parce que lorsqu'ils feront plus que ce que moi j'ai fait, et voilà que notre territoire va en bénéficier. Si après moi aujourd'hui, il vient quelqu'un qui est plus que moi, voilà, il va faire plus.
Et ça sera bien pour notre territoire. C'est tout ce que moi je vais laisser des bonnes traces là où je passe. Le programme Judith Soumino. Le programme Judith Soumino, comme j'avais levé le ton là, c'est vrai. Quand j'ai lu le programme, je n'avais pas vu. Il y avait ce qui était fait en urgence, ce qu'on devait faire en urgence, mais il n'y avait pas la province de Tanganyika là-dedans. Or, nous, on avait des problèmes très sérieux. Il y avait les problèmes des inondations au niveau des calémies. Il y avait les problèmes de sécurité, il y avait des problèmes des routes. Le programme, ils se sont plus basés sur le projet 145 territoires. Un très bon projet, oui. Mais ici à Manono, moi je n'ai rien vu jusque-là qui a été inauguré, qui a été remis à la population. Mais comment alors moi je vais m'éteindre sur ça? Alors que chez nous, ça ne marche pas. Chez nous, c'est comme s'il n'y a rien. Donc, c'est comme si l'argent qu'on donnait pour les autres territoires, on n'en a pas donné pour notre territoire. Et c'est là, c'est par manque de suivi seulement. Parce que les fondations, on les voit. Dans certains endroits, il y a même l'élévation des murs. À d'autres endroits, on voit les moellons, graviers, sable qui sont déjà là, mais les travaux n'ont pas encore commencé. Alors, moi je fais parfois la route de Lubumbashi, Manono. Je vois dans d'autres territoires, dans d'autres provinces, on a déjà remis quelques bâtiments à la population, les marchés, les écoles, les puits, mais ici rien. Nous souffrons encore avec le problème d'eau potable ici. Or, dans le projet, il y a tout ça là, les forages d'eau et autres. Mais chez nous, il n'y en a pas. Alors, je n'ai pas vu tout ça là. Nos routes ici, c'est vraiment un très sérieux problème. Mais comment on peut réaliser ces projets-là? On s'est dit non, même si on n'a rien fait, mais on a fait ça. Alors que les routes là ne permettent même pas que les camions acheminent le matériel vers ici. C'est ça qui m'a un peu révolté. Et je me suis dit non, nous avons été oubliés et que le programme là est à revoir. Alors ce que moi je peux dire pour le moment, quand on va rentrer, normalement la session qui commence en septembre, c'est la session budgétaire. C'est la session où l'on voit qu'est-ce qu'on met pour quelle partie du pays, pour quelle province, pour quel territoire. Là aussi on va voir ce qu'on va réserver pour le Tanganyika et quels sont les projets qui seront réalisés dans notre province. Mais ensemble avec les collègues du caucus de Tanganyika, comme nous travaillons ensemble, nous irons voir les ministres sectoriels. Si c'est un problème des routes, nous allons voir le ministre des infrastructures. Si c'est un problème de santé, nous allons voir le ministre de santé. Si c'est le projet, d'abord pour le projet 145 territoires, ça, je voudrais personnellement aller voir le ministre du plan. Vraiment, je dois et je suis obligée. Nous avons déjà lancé des cris d'alarme plusieurs fois à cause de ces pachydermes qui détruisent tout sur leur passage et qui tuent même parfois. Alors c'est pourquoi j'ai dit je serai dans cette commission-là, environnement, pour suivre ces dossiers de près et avoir vraiment là une réponse qui pourra quand même m'apaiser moi-même et apaiser aussi la population. En tout cas, je ne promets pas grand-chose, mais j'ai dit que je vais me battre pour arriver à atteindre le concerné. Peut-être nos rapports n'arrivaient pas. Peut-être quand on écrivait, ça restait dans les téléphones, on ne le voit plus. Mais là, moi-même, je ferai ce suivi-là au niveau du ministère de l'Environnement pour voir quelles seront les mesures qui seront prises pour mettre fin à ce fléau-là. Si Manon nous vit aujourd'hui, c'est par rapport aux champs que nous cultivons. C'est par rapport aux gens qui nous amènent ces denrées alimentaires. Maintenant, aujourd'hui, cette population souffre beaucoup par rapport à cette tracasserie.
Et cette population souffre beaucoup concernant les pachydermes. Et ce n'est pas le problème qui a commencé aujourd'hui, c'est depuis longtemps. Maintenant, vous, en tant qu'élu de Manono, au niveau national, qu'est-ce que vous promettez à cette population? La multiplicité des barrières et les tracasseries routières. Oui, ce n'est pas aujourd'hui. Quand on a encore fait l'émission la fois passée, donc le mandat passé au niveau provincial, on en a encore parlé. Parce que ce sont des choses récurrentes qui reviennent. Parfois, on fait semblant un peu et après... Mais quand nous étions en conseil de sécurité, avec la délégation venue des Kalemi, où il y avait le ministre provincial de l'Intérieur, le général, les autres membres du conseil de sécurité, j'ai abordé ces sujets-là. J'ai dit, mais vous êtes venus par route, vous avez vu le nombre de barrières qu'il y a. Ces barrières-là sont aussi à la base de l'insécurité. Parce que si on veut parler de la sécurité aujourd'hui, c'est parce qu'il y a l'insécurité. Maintenant, ces barrières-là sont à la base de l'insécurité, des tracasseries qui commencent à déranger la population. S'il y a moyen de nous enlever ces barrières-là, ça pourra aussi nous aider. Comme ça, la population pourra vaquer paisiblement à ses occupations. Alors, ils m'ont promis qu'il y aura un changement. Ils m'ont promis que ces barrières-là qui n'ont plus à faire, elles seront vraiment supprimées et que la population va circuler calmement. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, j'étais avec les membres de ma fondation qui viennent de Makena. Ils m'ont dit que depuis qu'ils ont quitté Makena, aujourd'hui, il n'y a aucune barrière. Parce qu'il y avait de ces barrières-là qui dérangeaient plus les barrières de Djinoa, les barrières de Kasumpa, les barrières du côté Kitanda. Alors, ce sont plus ces barrières-là qui dérangeaient les gens. Mais on m'a dit qu'aujourd'hui, il n'y a plus ces barrières-là et que les gens ne laissent plus tout ce qu'ils laissaient comme somme d'argent sur la route. Ils ont bien circulé. Ce que nous voulons est que partout, ça soit comme ça, que les gens circulent paisiblement. Parce que le peu d'argent là, les gens se débrouillent pour trouver quelque chose à manger, pour faire un petit commerce, mais c'est cet argent-là qu'ils dépensent maintenant en cours de route, chaque fois qu'il y a barrière, ils laissent chaque fois qu'il y a barrière. Alors nous préférons vraiment que ça reste comme ça, que ça ne soit pas un semblant parce que les autorités sont passées, parce que nous sommes passés par là, parce que ce que j'ai constaté c'est quoi? Partout où on disait il y avait des barrières. Le jour que moi je passe, je ne trouvais aucune barrière. Et je me disais, donc ces gens savaient que je vais passer. Comme il y avait les équipes d'avance, il y a les annonces dans des villages, l'honorable va venir. Parfois, les gens enlevaient ces barrières-là. Et moi, quand je passe, je ne trouve pas ces barrières. C'est après mon départ, parfois, que ces barrières reviennent. Mais sur notre vraiment demande dans le Conseil de sécurité, avec le Conseil provincial de sécurité, et même moi-même, je fais un message au gouverneur, je lui ai demandé qu'il y ait vraiment possibilité de nous supprimer certaines barrières. On ne va pas supprimer toutes les barrières. Il y a de ces barrières-là qui vont rester. Ce sont des postes de position pour la sécurité, donc qu'on voit qui entre, qui sort. Mais elles sont là pour protéger la population et leurs biens, mais pas pour tracasser. Voilà un peu le grand problème. Je pense, comme on a commencé par là, et après, au fur et à mesure, on va supprimer toutes ces barrières et les gens vont circuler paisiblement. Kujimianda ya matrakaseri ne mabariere mangi